La clientèle est de plus en plus sensibilisée. J'ai l'impression qu'on ne répond pas encore assez à ce besoin-là. On voit encore trop une confrontation entre le conventionnel puis les productions plus artisanales. Aujourd'hui, à l'émission, on parle des nouveaux paysans. Au lieu d'investir des millions dans des méga-fermes, ces agriculteurs optent plutôt pour une agriculture biologique, de petite surface, orientée vers les marchés locaux. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, Roméo? On peut dire, en effet, que nous assistons à une véritable éclosion de nouveaux paysans, une nouvelle paysannerie qui pousse là, rapidement à travers tout le Québec, dans toutes les régions, et qui est en train de changer tout le paysage de l'agriculture, des campagnes au Québec. Ces nouveaux paysans réinventent une agriculture en lien avec la nature, sans produits chimiques, sans OGM, sans spécialisation à outrance, une agriculture comme mode de vie et aussi comme mode d'occupation du territoire. En quelques années, c'est toute une filière originale de production paysanne et écologique qui se met en place au Québec. Et ça va de la production de semences naturelles jusqu'au réseau de mise en marché, en passant par la formation, la recherche, le partage des terres, la mise au point d'une machinerie légère, appropriée, la production diversifiée en serres, sous tunnel, la transformation, l'association coopérative, le regroupement syndical, etc. Le mouvement atteint même les villes où se développe rapidement une agriculture urbaine et où les marchés publics ont la faveur des citoyens. Martin Plourde et sa compagne, qui font des légumes en serre à Saint-Valérien, tout près de Rimouski, sont un bon exemple de ces nouveaux paysans. Comment ça s'est mis en place? Comment ça est né, ce projet-là? Alors, comme il n'y a pas de hasard dans la vie, je travaillais un rang plus haut pendant 3 ans où j'ai fait une formation, De terrain. De terrain, formation pratique avec un couple de maraîchers aussi. Donc, qui m'ont dit, la dernière année où j'étais là, qu'ils ne me réengageraient pas étant donné qu'ils approchaient de la retraite. OK. Donc, je devais me trouver une autre place où travailler. Et puis, je suis tombé sur cette annonce-là, donc serre commerciale à louer avec 4 hectares de terrain, qui finalement est un 2 hectares de terrain. Il y avait une mauvaise lecture, mais néanmoins, pour le projet, c'est ce qu'on cherchait. Une surface qui n'était pas trop grande, parce qu'on aimerait ça travailler à la main, sans trop de machinerie. Et puis, les serres de bois qui sont droites, qui n'ont pas bougé d'un pouce depuis les années 80. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées en mettant le projet en marche? Alors, difficulté, il fallait tout faire à part les bâtiments qui étaient déjà montés, il fallait tout monter le projet. Donc, créer le réseau, trouver l'équipement, planifier les cultures. Moi, j'étais ouvrier agricole, donc de la planification, j'en avais pas fait à cette échelle-là. Donc, c'était un apprentissage assez condensé la première année. Par contre, la clientèle était au rendez-vous. On a fait un petit peu de pub, puis on a rempli nos 50... on avait de la place pour une 50aine de paniers. On a trouvé preneur tout de suite. Plus le marché public, ce qui faisait qu'il fallait plonger. On avait le lieu, on a trouvé l'équipement grâce à une campagne de sociofinancement, qui a été un succès aussi. Des changements qui seraient nécessaires, d'après toi, pour que les nouveaux paysans puissent se développer, puis vraiment nourrir une partie importante de la population? Il y a le premier qui me vient en tête, c'est au niveau tout ce qui est pesticides, tout ce qui est l'agrochimie. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, le tribunal international de Monsanto, les poursuites qui sont tombées, là, il y en a 13 000 en attente aux États-Unis. Alors, comment ça se fait que l'UPA, avec le poids qu'ils ont auprès des parlements, non seulement provincial, mais à Ottawa aussi, comment se fait-il que le brevet du Roundup a repassé pour 15 ans? Avec ce qu'on sait maintenant,
l'organisme affilié à l'OMS, qui a dit que c'était probablement cancérigène. On a un doute qui est suffisamment sérieux pour amorcer une transition sérieuse, ce qui est présentement pas en train d'être fait au Québec. Moi, je pense que ce serait le premier point pour qu'on reprenne confiance en nos producteurs. Tu es conscient quand même que enlever les pesticides, ça veut dire modifier complètement les pratiques agricoles, Mais la tout à mode de fait. production. Tout à fait. Tu parles de transition, justement. Donc, il faut absolument que les services publics accompagnent cette transition-là. Ça ne change pas du jour au lendemain. Moi, je pense que ça prend une bande tampon, forcément, qu'on ne peut pas abandonner ces pratiques-là du jour au lendemain. Mais il y en a des alternatives. Tout à fait. Ça implique de remettre en cause des paradigmes, un à la fois, parce qu'on sait que pas juste les vieux agriculteurs, mais les jeunes aussi, on a nos habitudes, puis de remettre en question des habitudes qu'on sait que ça fonctionne. Bref, ça prend du temps. D'autres dossiers Alors, d'autres dossiers, ben, sont majeurs. nous, pour on les arrive au paysans. marché public avec nos fameuses, l'exemple de la tomate, c'est un bon exemple. Nos premières tomates, on arrive au marché, puis on est content. On sait le temps que ça prend, on les démarre au mois de mars, on les cajole, on les tuteur, on met du purin, là-dedans, on les taille. Puis quand on amène nos premières tomates au marché, puis les premiers clients sont là, « Waouh, c'est cher, hein? » Parce que là, au Mexique, ah ouais, les tomates mexicaines viennent de débouler, là. Donc encore là, l'UPA, avec tout le poids puis la prétention qu'ils ont de protéger l'agriculture québécoise et les agriculteurs québécois, pour qu'on puisse en faire un métier sérieux, bien, comment ça se fait qu'ils sont à fond dans le libre-échange comme ça? Et c'est sans nuance. Je me dis, commençons par consolider notre agriculture. Puis si jamais on a des besoins, ben là, on sait où aller chercher. Mais là, le problème, c'est que c'est complètement décomplexé. C'est le système libéral à outrance, sans aucune bride. Et puis ça, je pense que c'est un des freins majeurs. C'est pourquoi c'est si difficile, la paysannerie. C'est qu'on arrive au bout de notre labeur, puis on a une concurrence déloyale des pays du Sud qui n'ont pas les mêmes normes de travail que nous. Et puis... La paysannerie ne peut pas se développer s'il n'y a pas un minimum d'autosuffisance alimentaire. Ben, ça commence par là. Ils en ont parlé encore cette semaine pour la viande de porc et tout ça. C'est pareil partout. C'est sûr qu'on a la technologie, les cargos réfrigérés pour shipper aux quatre coins du monde, mais est-ce que c'est souhaitable? C'est ça la question aussi. Est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire? Au niveau du financement, tu penses quoi qui est urgent pour, si on veut, soutenir les petits producteurs? Moi, je sais qu'il y a de l'argent qui est disponible, ça c'est sûr et certain. Nous, on ne demandait pas des montants exorbitants, c'était des tout petits montants. Personnellement, je n'ai pas fait d'études agricoles, j'ai vraiment j'ai pris mon expérience sur le terrain. Donc, j'ai une dizaine d'années d'expérience, mais je tombe entre deux chaises au niveau de la financière pour l'aide au démarrage. Donc, mon expérience terrain et mon projet qui était très bien documenté, qui était appuyé par un plan d'affaires solide, tombaient dans une craque. Et pour ceux qui se posent la question si on peut bien vivre avec une agriculture comme tu le fais, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, je suis un parmi tant d'autres. Je pense que le modèle est viable. Ça fonctionne. Il faut mettre les efforts. Le marché, c'est à Rimouski, ça fonctionne bien? Marché de Rimouski, marché du Bic aussi. Bien, on voit que les gens, ils veulent ça aussi. Les gens veulent ça. Oui. Puis les gens veulent poser des questions aussi. Les gens veulent avoir des informations. Pour ça, je dis, les journées au marché, on est là pour vendre. À la différence avec les marchés européens, c'est qu'on fait beaucoup de pédagogie aussi. C'est qu'on parle beaucoup de ce qu'on fait, puis on compare aussi avec ce qu'on trouve en épicerie. Pourquoi c'est moins cher, pourquoi c'est plus cher. Au début, c'est intimidant parce qu'on n'est pas des vendeurs. Bien, c'est tellement... on apprend tellement en tant qu'individu aussi à communiquer nos idées puis nos façons de penser. C'est même pas une job, c'est un mode de vie, tu vois. Ah. C'est un mode de vie. Je viens ici puis je suis heureux d'être là. Les efforts, des fois, je compte pas mes heures, mais je pars à la maison puis je suis content de ma journée. C'est pas contraignant. C'est un mode de vie.
ces nouveaux paysans n'ont pas la vie facile parce que l'agriculture industrielle, chimique, est un peu partout sur le territoire. Les OGM, même les semences sont traitées chimiquement. Et les politiques agricoles, que ce soit du zonage, du financement, des règles sanitaires, environnementales, toute la machine est conçue pour l'agriculture industrielle et chimique. Ces nouveaux fermiers doivent donc se débrouiller et naviguer à travers souvent des réglementations qui ne sont pas faites pour eux et qui leur rendent la vie parfois assez difficile. Mathieu Perron de l'Ami Berger, ici, à Saint-Pascal-de-Kamouraska, est un bel exemple d'un parcours qui n'est pas toujours facile pour eux. Peux-tu nous expliquer comment un ethnologue peut devenir un ami berger? Ouais. Comment le projet est né? J'ai fait un retour aux études à 30 ans. Là, après avoir fait une maîtrise en ethnologie, je suis allé faire un diplôme d'études collégiales, une technique à l'ITA à la Pocatière. Puis là, c'était dans le but d'avoir des moutons. C'est ça. J'imagine que la première difficulté, c'était de trouver une ferme appropriée à ce que tu voulais faire. Oui, ça c'est sûr. Puis c'était aussi la question du financement va tout le temps avoir été là, depuis le début, là, parce que pas reprendre une ferme familiale, pas avoir vraiment... Partir du début, là. Partir du À début, zéro. là. J'avais, puis même avec une jeune famille, avec un retour aux études qui fait que pendant 3 ans, tu n'es pas sur le marché du travail. Puis là, se lancer en agriculture, j'avais 5 000 dans mes poches. Là. Fait que tout de suite, c'est partir sur la marge de crédit, puis prendre le risque, puis de se dire, on fonce, puis si ça marche pas, ça marche pas. Puis, Est-ce que tu as eu accès à des aides du ministère de l'Agriculture? Oui, de mais la pas financière? en partant parce qu'il fallait que j'aie mon DEC de compléter, mes 3 années de fête. Puis il fallait, comme il me suggérait très, très, très fortement, tant que je n'étais pas propriétaire, de ne pas prendre ma subvention à l'établissement. Mais j'avais droit à 30 000. Mais par rapport à une ferme, à ce que ça vaut, mettons que la ferme vaut 350 000, c'est sûr que le 30 000, c'est pas... Ça aide, là. Mais pour dire que ça fait une entreprise qui est solide puis qui peut bien se développer puis tout ça, c'est relativement minime, là, pour avoir de l'air, pour vraiment commencer quelque chose. Ouais. Il y a plein de défis, j'imagine, au niveau des champs, de la culture, au niveau de l'alimentation des bêtes, l'abattage. Mais les principaux défis au niveau ici, c'est par rapport à la mise en marché, c'est que c'est tellement plus facile pour moi de vendre à Montréal. J'aimerais ça faire une production locale. Mais les abattages, j'ai le choix entre Luceville ou Saint-Henri-de-Lévis. Le transport réfrigéré se fait tout en direction de Montréal, mais il n'y a pas de retour par ici. Puis même, je ne mettrais pas la faute sur, mettons juste le MAPAC ou l'UPA. Comme producteur, les gens en production animale se font pas assez confiance les uns les autres pour dire, mettons, OK, c'est une priorité au niveau des productions animales. Les producteurs de moutons, de chèvres, de veaux, on devrait être capable de se payer ensemble du transport réfrigéré, faire une coop, peu importe, mais ça, les gens sont encore sur un esprit de compétition. Pour moi, c'est beaucoup moins de troubles, beaucoup moins cher, beaucoup plus rentable de vendre à Montréal que de vendre au Kamouraska. En termes d'alimentation, justement, du troupeau, d'autosuffisance de la ferme en alimentation, de la qualité de la culture, des sols en culture, tout ça, je pense que c'est encore là un gros travail. Oui, bien, c'est tout un défi. Puis là, de savoir aussi exactement, ma terre est capable de nourrir combien de moutons, là. Là, ça s'apprend avec les années, là, parce que là, on se rend compte, OK, on a 2 années de sécheresse qu'on vient de traverser, là. Mais là, il faut que j'achète pour 7 000, 8 000 piastres de foin qui arrivent de, mettons, de Thetford Mines ou de Tring Jonction ou peu importe. Si chez moi, quand je la fais, elle vaut 25, 30, mais que je l'achète 90 à un autre producteur, Non, ça moi, marche pas. c'est ça. Là, il faudrait que je vende 4 agneaux par brebis pour que ça rentabilise ça. Puis, Comment tu évalues actuellement les problèmes de rentabilité d'une entreprise comme la tienne ici? C'est à moyen terme, du moins, là. Est-ce que c'est héroïque
de faire ce métier-là en ce moment, dans les conditions actuelles au Québec, ou Ben, si, moi, il y a une lumière au bout du tunnel? Là? ben, on parle tout le temps, là, c'est ça, que oui, ça prend la passion, puis tout ça. Là, c'est sûr que j'en doute pas de ma passion, mettons. Mais actuellement, ça fonctionne avec. Il faut avoir, mettons, un 30 000 qui arrive de l'extérieur pour que, de revenus extérieurs pour que ça puisse, pas juste que l'entreprise puisse vivre, mais comme famille qu'on puisse vivre. Là, fait que c'est sûr qu'il faut accepter que. Je dis tout le temps à ceux qui viennent visiter, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent visiter puis qui veulent se partir là-dedans, je dis tout le temps, OK, bien, tu veux te partir, moi, ce que je te conseille, là, va travailler, ramasse-toi de l'argent. Puis si tu réussis pas à te ramasser de l'argent, bien, pars pas. Il faut que tu aies les moyens de bien travailler. Puis si tu n'as pas les outils pour bien travailler, tu vas tout le temps en arracher, puis ça sera pas agréable. Fait que... C'est parce qu'on met trop l'effort uniquement sur la grosse production actuellement, ou Ben oui, c'est sûr que je trouve que il y a comme encore un genre de pensée unique. En théorie, il y a des super beaux programmes qui sortent sur la multifonctionnalité, les circuits courts, puis tout ça. Mais c'est tellement complexe, puis il y a tellement comme démarches pour se faire un chemin dans tous les dédales administratifs que finalement, il n'y a personne. J'en connais pas de gens qui en profitent de ces projets-là. Nous, on a fait des rencontres ici entre producteurs dans le rang là, pour dire la multifonctionnalité. Puis on fait... Mais là, quand on se fait dire qu'il faut qu'on fasse un projet uniforme à plusieurs producteurs, puis là, tu te dis, mais attendez, vous voulez pas écouter ce qu'on a à dire, puis nous autres, comment on la voit, la multifonctionnalité, puis adapter votre programme pour être capable par rapport aux besoins de la région, l'adapter. Non, là, il y a un programme qui arrive de Québec, puis rentrer dans le moule, puis ben, finalement, il n'y en a pas qui en profitent de ces programmes-là, ou presque pas. Fait que finalement, ils les abolissent, parce que les gens n'en profitent pas. Fait que si les gens en profitaient, peut-être qu'ils remettraient d'autres budgets, mais là, c'est un peu une roue qui tourne. Là. Fait qu'ils pensent aussi de ce côté-là que vous n'êtes pas intéressé non plus à participer à ça. C'est ça. Puis moi, je l'ai dit tout le temps. Quand c'est pas ça du tout, là. Mettons, au niveau du Kamouraska, c'est arrêter de nous dire que vous allez nous faire des dépliants, puis des sites Internet, puis des circuits. Commençons donc par l'abattage, le transport réfrigéré, des installations pour que je sois capable de recevoir du monde. Il faut que je sois capable, quand j'ai de la visite qui arrive, là, je veux que ce soit beau, que ce soit propre, puis je suis déjà endetté. Là. Fait que faites-moi pas des programmes où c'est 50 payé par le MAPAC. 50 moi, je l'ai pas, l'autre. Puis, la financière va pas m'avancer des sous pour, à la limite, faire des programmes où on va vous financer à 100 au début, puis mettons, dans 3 ans, vous commencerez à nous rembourser, tout ça en se disant, vous faites de l'investissement, c'est correct, tout ça, mais on va vous aider au départ pour vous aider à faire du revenu plus tard. Là, mais là, c'est pour... Puis tous les programmes sont pour la chaux, pour le drainage, pour ci, pour ça. C'est tout le temps... Si tu fais des petits projets, bien là, ils ne te financent pas parce que ton projet est trop petit. Puis là, bien, si tu fais des projets trop gros, bien là, moi, je suis pas capable de le faire financer. Fait que finalement, on fait rien. Même rêve, même débrouillardise et même difficulté pour Patrick et Isabelle de la ferme des 40 Arpents à Saint-Onésime-d'Ixworth. Si c'est une ferme familiale, c'est la ferme de ta famille, si je ne me trompe pas. Oui. Moi, je suis la 6e génération à avoir la terre ici, là, à Saint-Onésime. Notre mode de vie, c'est bien manger avec nos produits, puis pouvoir l'offrir au monde, là, dans le fond, nos bons produits, puis des produits qu'on considère à la limite quasiment comme des médicaments. Là, ça nous nourrit, puis ça nous guérit. Avant qu'on soit malade, là, ça nous protège. Quelle sorte d'élevage de porc que vous faites? C'est du porc Berkshire. C'est une race qui vient d'Angleterre. C'est une race qui est très rustique, là, dans le fond, que les autres ils peuvent passer l'hiver à l'extérieur. C'est des porcs qui faits pour aller au pâturage, qui grossissent moins vite. Ils ont une croissance plus lente, mais qui font une viande là, qualité exceptionnelle, là, qui a pas... on peut pas comparer ça avec un porc là, conventionnel. Là. Mais c'est sûr aussi ça prend le double de temps dans l'engraisser. Mais on a une qualité de viande là, qui est 4 fois meilleure dans le fond. Fait que là, même 10 fois meilleure, c'est ça. Là. Ça se compare pas. Non, ça se compare pas. Fait qu'on peut pas... Est-ce qu'il y a d'autres animaux, d'autres espèces que vous élevez? Ou... Oui, là, on a acheté un couple de buffles, un buffle et une bufflonne, pour, dans le fond, éventuellement, là, produire de la mozzarella de bufflonne ici à la ferme encore. Puis ça va être pour vendre la mozzarella ici directement à la ferme.
Puis aussi peut-être yogourt, beurre, peut-être aussi fromage aussi là, qu'on va pouvoir faire parce que dans le fond, la bufflonne, le lait de bufflonne est hors quota. On n'a pas besoin d'avoir de quota pour pouvoir produire le lait. Je pense que vous avez tenté aussi d'ouvrir, de faire une sorte de table champêtre, d'ouvrir la place pour des repas pour les gens. Oui, ça aussi, ça a été notre expérience avec la CPTAQ. Là, dans le fond, on a fait une demande pour être table champêtre, puis pour pouvoir offrir des repas à la ferme. Dans le fond, pour maximiser au maximum, là, dans le fond, la transformation pour amener ça jusqu'à l'assiette. Puis ma conjointe, elle est excellente cuisinière, fait qu'elle est capable de faire des repas là, vraiment d'excellente qualité. Là. On aurait pu faire une table champêtre là, vraiment là, exceptionnelle. Mais là, avec les contraintes de la CPTAQ, eux autres, on était vraiment trop petits, là, dans le fond. On n'existe pas, là. Selon la CPTAQ, encore une fois, une petite production de porc comme qu'on a, la grandeur de jardin qu'on a en culture, bien, c'est comme ils ont ri de nous autres, là, dans le fond. Fait que ça a été refusé. Ça aurait pris vraiment une plus grosse production pour pouvoir être accepté. Vous avez aussi une érablière privée, domestique, là, qui vous permet quand même d'apporter certains appoints à la ferme, à ce que vous faites, à la transformation. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, on a une petite érablière de 700-800 entailles. Puis, bien, c'est ça, dans le fond, nous autres, c'est encore une petite production qu'on a pour les produits qu'on transforme aussi. On utilise tout notre sirop d'érable, tout ça. Puis, cette année, bien, on a commencé, dans le fond, à offrir des repas dans le temps des sucres. Dans le fond, c'est avec une érablière, ça nous donne... On n'a pas besoin de demander de permission à CPTAQ pour offrir des repas dans le temps des sucres. Ça, c'est comme pour les érablières, les acériculteurs, on a comme le droit, en autant qu'on respecte les normes du MAPAC, d'offrir des repas. On a du 15 février jusqu'au 15 mai qu'on peut offrir des repas de cabane à sucre. Vous essayez, j'imagine, de transformer ces viandes spéciales-là, ces produits-là, pour donner une plus-value aussi. Oui, c'est ça. On a construit la boutique là, de transformation, dans le fond. Oui, c'est drôle de... Ouais, c'est ça. Drôle de bâtisse, là, avec de l'herbe dessus. Oui, oui, avec un toit végétal. Puis c'est ça, j'ai construit ce bâtiment-là pour transformer tous nos produits. Fait que là, dans le fond, on a une cuisine là, certifiée MAPAC là, à l'intérieur pour tout là. Je peux faire ma découpe de porc. Je fais ma découpe de porc moi-même dans le bâtiment. Puis après ça, bon, on transforme, on fait notre saucisse. Là, on commence à faire des charcuteries. Puis là, plus ça va aller, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est des porcs charcutiers vraiment spécialisés en charcuterie. Là. Jambon, saucisson, jambon sec. Tout en transformer au maximum. Pensez-vous, avec le temps, arriver à pouvoir en vivre complètement? Parce qu'actuellement, ça ne doit pas être possible. Non, c'est sûr, c'est pas possible d'en vivre actuellement, mais éventuellement, oui. Là, dans le fond, le seul problème pour en vivre, c'est que j'ai encore des investissements à faire. Comme là, je vais construire une grange cet été. C'est tout comme pour ce bâtiment-là aussi, construire ça. Toutes les infrastructures à construire. Bien, c'est là que ça me prend un travail extérieur pour pouvoir payer ces infrastructures-là. Mais une fois que tout va être installé, que ces bâtiments-là payés, bien là, oui, j'ai une possibilité d'en vivre là, sans problème. Là. Quelles seraient les réformes principales que tu ferais si tu avais le choix? Là? Tu tombais devant le ministre de l'Agriculture pour lui suggérer les réformes les plus importantes à faire tout de suite. Là. La réforme la plus importante, ça serait avec le CPTAQ, dans le fond, la Commission de la protection du territoire agricole, qu'elle, dans le fond, elle protège le territoire agricole, qui est correct dans un sens, mais comme on voit des belles terres agricoles se faire dézoner pour créer des gros quartiers industriels, pour développer l'étalement urbain, pour développer des villes. Puis on a des petits territoires agricoles qu'on voudrait pouvoir séparer pour pouvoir faire une petite ferme. Mettons, des fois, on a des terres plus ou moins intéressantes, mais qui pourraient être séparées pour faire, mettons, des fois, vendre à 2-3 petits producteurs. Mais ça, il n'y a aucune possibilité de le faire. Fait que ça empêche même des gens de la ville qui sont intéressés à devenir producteurs, produire des légumes, produire des petites productions, mais ils n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'il n'y a pas de terre disponible. Mais il y en a des terres disponibles. Il y en a partout ici, là, mais on ne peut pas les vendre.
on ne peut pas les vendre. Puis si on fait des demandes à CPTAQ, ça passe pas. Si on était capable de faire des terrains, bien, il y aurait des gens qui viendraient de l'extérieur s'établir dans des petits villages. Là, ça augmente la vitalité des villages. Là, après ça, bien, les petites fermes, il y a des petites fermes qui se développent. On a un petit marché qui se développe. Là, on commence à avoir une énergie complètement différente là, qui se développerait dans tous les villages du Québec. Puis on pourrait changer l'image du Québec comme ça. Là. Puis c'est pas grand-chose. Ça serait pas... c'est pas un gros bouleversement. Là. Ce serait juste encourager la microproduction, la petite agriculture. Ça, décentraliser les emplois agricoles, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Là. Amener ça plus un côté humain aussi, puis prendre le temps de cultiver. Puis il y a beaucoup de gens qui ils le feraient à temps partiel aussi. Là. Si tu donnes la possibilité à à la population d'avoir une petite terre, puis travailler à temps partiel, puis cultiver un peu de légumes, puis pouvoir avoir une place où le vendre dans son village, vraiment pas compliqué, puis facilitant, il y a plein de monde qui le ferait. Là. Puis il y aurait besoin d'aller travailler un petit peu moins à l'extérieur. Ils seraient plus chez eux, avec leurs familles, leurs enfants. Les enfants, là, le monde, ils cuisinent plus, ils cuisinent leurs produits. Ça change tout, là. Le mode de vie. Tout le mode de vie, puis la dynamique, puis la santé aussi. Lors de l'entrevue qu'il nous a accordée, nous avons fait part au ministre de l'Agriculture de ces irritants que vivent les nouveaux paysans. Il a manifesté le désir d'aplanir le plus possible ces irritants, sans toutefois, bien sûr, tout bouleverser, c'est-à-dire sans remettre en question d'un seul coup toutes les lois existantes. Quant à l'UPA, le syndicat reconnu des agriculteurs, il s'intéresse de plus en plus à ces jeunes agriculteurs, mais pas encore au point d'assumer vraiment ces revendications, c'est-à-dire de remettre en question les lois qui sont en place. Alors, c'est maintenant tout pour l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on parle de quoi, Roméo? Nous irons faire un tour du côté des producteurs qui ont choisi la certification biologique.